L'idée du projet, en fait, est née d'une réflexion que j'avais depuis très 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 longtemps. Donc, c'est des questions que je me pose depuis, on va dire, depuis l'adolescence, depuis que je suis en Belgique, en fait, tout simplement. Et en gros, ces idées, ces réflexions que j'avais se sont vraiment concrétisées quand j'étais à l'université. Donc, j'ai fait un master en histoire de l'art et archéologie avec une spécialisation en muséologie. Et du coup, j'ai fait mon travail de mémoire sur la mise en place, la mise en exposition des œuvres africaines de manière générale dans les musées occidentaux. Et donc, lors de la création, de la réalisation de ce mémoire, j'avais quand même beaucoup de questions parce que par rapport à ma bibliographie, qui n'était pas assez fournie, je trouvais, et ce qui est vrai d'ailleurs, en auteurs et en scientifiques africains, tout simplement. Et donc du coup, toutes ces questions que j'avais déjà depuis très longtemps se sont concrétisées dans la réalisation de mon mémoire. Et donc à la suite de celui-ci, j'ai souhaité monter un projet pour déjà mettre premièrement en lumière des auteurs qui existaient mais dont on ne parlait jamais, et surtout mettre en lumière d'autres histoires, en fait d'autres éléments de notre vie mais qui sont oubliés, négligés, et qui pourtant sont là et pourraient participer aussi de manière générale à la culture aujourd'hui. Et donc pour ce faire, lorsque tout ce projet était un peu dans ma tête, que je me posais beaucoup de questions, la Rae est à côté de moi en même temps, elle me demandait, mais écoute Paola, moi l'histoire du Congo, je ne la connais pas cette histoire, j'aimerais bien la connaître, je comprends pas que je sois ici en Belgique, j'ai grandi en Belgique, mais je ne connais rien de cette histoire coloniale. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai proposé à Lara de venir avec moi faire un tour au Congo, de retourner aux archives. Enfin, on a été voir les archives. Moi, j'avais déjà fait ce travail de manière personnelle, mais du coup, on l'a aussi fait avec Lara. Et puis, d'aller au Congo, d'aller sur place, vraiment, de retourner aux sources par nous-mêmes, en fait, tout simplement. De voir ce qu'il y a par nous-mêmes et pas juste parce qu'on nous dit, parce qu'il est véhiculé par les médias ou par la télé, mais vraiment faire cette démarche, en fait, de déconstruction, tout simplement, de voir autre chose, d'autres propositions. Et donc, avec Lara, on est parti au Congo. Moi, ce qui m'a titillée, ça a été vraiment que, donc, au début de mon travail de recherche par rapport à ce projet, honnêtement, je ne sais plus comment, je suis tombée sur Vivi, qui était la capitale indépendante de l'État indépendant du Congo. Donc, en fait, quand l'État indépendant du Congo, qui est une propriété du roi Léopold, a été racheté, on va dire, par le roi Léopold, il a fallu fonder une capitale administrative qui a été Vivi. Donc pendant un an, Vivi était vraiment le siège de l'État indépendant du Congo. Et moi, je travaille, depuis mon enfance, je ne travaille pas sur le Congo, mais j'ai été baignée dans l'histoire du Congo. Mon père était très concerné par cette histoire-là, il était dans les mouvements politiques. Donc, pour moi, j'avais la pression de connaître l'histoire du Congo. Et en fait, arrivé à mes, je sais plus quand j'ai commencé le projet, à mes 27, 28 ans, quand j'ai commencé mes recherches, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas Vivi. Et c'est vraiment là que je me suis dit, wow, il y a un problème là. Il y a une ville qui a été une capitale pendant un an de l'État indépendant du Congo. Donc c'est quand même une histoire qui relie la Belgique au Congo. Enfin, c'est une histoire importante dans l'histoire de la construction de ces deux pays. Et cette ville a été totalement oubliée. Donc pour moi, ça paraissait logique de retourner, de voir Vivi en fait. De voir ce qu'était Vivi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en arrivant sur place, on s'est rendu compte qu'en fait, Vivi, c'était introuvable. En allant au Congo, Vivi n'était plus. Donc on est parti, on a commencé notre trip, on est resté quelques jours à Kinshasa et puis on a pris la voiture pour aller jusque Goma, donc on a traversé toute une partie du pays. Et donc on s'est arrêté à certains lieux qui étaient intéressants historiquement. D'abord on s'est arrêté au jardin botanique de Kisantu, et qui est un endroit vraiment magique, magnifique pour n'importe quel amoureux de la nature, mais déjà c'est magnifique. Mais je me suis fait complètement attaquer par des fourmis géantes. C'était quelque chose. Mais j'ai survécu. Et donc, en fait, à côté de ce jardin botanique, il y a la rivière Nkissi qui passe. Et c'est un endroit que Paola m'a demandé de photographier. Et il y avait vraiment une atmosphère vraiment très particulière. Dans cet endroit, c'est vraiment des endroits où on sent un mysticisme un peu sombre, on sent un peu comme des fantômes, c'est beau et en même temps, en fait, moi je trouve que les lieux qui sont vraiment chargés d'histoire, on le ressent, quoi. C'est comme dans les ruines. Et donc là, on voit c'est les photos que j'ai prises à cet endroit. Paola m'avait dit qu'il y avait des incroyables artefacts qui avaient été jetés dans la rivière.
Ils avaient été jetés. Oui, mais en fait, c'était considéré à l'époque par les prêtres évangéliques, oui, des prêtres simplement, par les prêtres catholiques, comme des fétiches simplement. Et en fait, cette rivière, elle porte le nom de Inkisi parce que ça veut dire. Je dis Inkisi, mais c'est une Kissi. En fait, maintenant, il y a de l'orthographie à la française, donc I-N-K-I-S-I, mais normalement, c'est N-K-I-S-I. Donc, c'est une Kissi, et les Kissi, c'est les fétiches. Et donc pour eux, soit ces œuvres étaient pillées et envoyées dans les musées, soit elles étaient simplement jetées dans les rivières. Et donc en fait, dans cette rivière, c'est un héritage culturel, religieux de tout un village, une population en fait, qui était là, et tout se retrouve aujourd'hui enfoui un petit peu dans ce fleuve, quoi. Et donc il y a encore tous ces joyaux de l'art sont encore cachés comme des trésors sous cette rivière. Et donc de là, de ce jardin botanique, on a continué donc, dans notre route vers Boma et vers Vivi, qu'on n'a jamais trouvé. On cherchait le massif de Lovo, donc, qui a été très compliqué à trouver. D'abord parce que c'est très compliqué au niveau de voyager au Congo. Voyager avec un appareil photo, c'est extrêmement compliqué. Je travaillais avec un petit Olympus Pen très discret argentique. Et même si on avait toutes des autorisations qui venaient de Kinshasa, tous les matins, on devait aller au commissariat redemander des autorisations, ça prenait des heures. À négocier. Et puis en plus de ça, le massif de Lovo est un endroit qui est qui n'est indiqué sur aucune carte, aucun fascicule, aucune... il est indiqué, par exemple, dans le petit guide du futé sur Kinshasa, il est indiqué... C'était une aventure de fou. On a commencé le matin, on est parti avec des enfants qui nous ont guidés dans des grottes. Et puis il faut savoir aussi qu'on a été un peu aussi méconduites parce que nous on cherchait en fait des peintures rupestres, donc des preuves d'histoire très ancienne du Congo, vraiment les premières traces, une des premières traces historiques en fait de civilisation. Et voilà, c'était l'intérêt pour nous de trouver ces peintures qui peu de gens ont eu la chance d'admirer et qui en plus sont restées cachettes, secrètes, genre de choses qui n'arrivent plus à tellement de gens d'avoir cette chance de pouvoir trouver quelque chose comme ça, encore si mystérieux. Et puis finalement, le lendemain, ils nous ont amenés sur cette autre grotte et donc en fin de soirée, il y avait cette lumière. Et on arrivait devant ce massif et ce massif, il y a quelque chose des lieux qui sont sacrés, on le sent. C'est pareil qu'avec les lieux chargés d'histoire et les ruines, là on sentait un sentiment mystique, superbe, et même les gens de là-bas avaient un truc tout le monde s'est tu quand on approchait de ce massif, et tout le monde a eu une espèce de paix comme ça malgré la fatigue, tout. J'avais même pas envie de photographier tout de suite, j'étais juste attirée par la beauté, le mystique du lieu. C'était vraiment un moment incroyable. Et même pour eux, parce que ce qui est super triste aussi, c'est qu'on a vraiment compris que quand on arrivait là et qu'on a expliqué ce qu'on voulait voir, que eux étaient contents, ils étaient heureux de nous les montrer. En fait, ils attendaient que ça, que des gens viennent voir. Et après, eux, je pense qu'ils les connaissent, mais ils n'ont plus l'habitude d'y aller non plus parce que c'était des autres herbes. Donc pour y aller, il a fallu quand même couper. On n'aurait pas pu y aller toute seule. Dans tous les cas, il nous fallait des gens qui connaissaient le coin pour nous accompagner. Avec des bonnes machettes, parce qu'il fallait vraiment, il fallait créer le chemin pour accéder à ce site. Mais après, nous, on n'a vu qu'une partie. Mais sur la photo, on voit, mais il y a d'autres points, en fait. On voit au loin, il y a d'autres massifs, en fait. Il y a tout un panel de sites archéologiques sur ce lieu, dans ce village. Et eux, ils n'attendaient que ça. Ils nous disaient, vous allez revenir. Et moi, je me rappelle que je me suis dit, j'espère que je reviendrai, mais je sais que tant qu'il n'y a pas les infrastructures pour qu'on puisse y aller assez facilement, c'est tellement compliqué d'y aller. Donc je me suis dit, vraiment profitons de ce moment. Parce que c'était magique. Je ne sais pas si on aura l'occasion de revoir un... Je me rappelle la gentillesse aussi de ces hommes du village qui nous ont amenés. Donc l'idée en fait de ce projet au départ vraiment aussi, c'était de me questionner aussi sur moi, ma présence ici. Parce que en tant que Congolaise, je suis née au Congo, mais je suis arrivée ici assez tôt, donc à l'âge de 3 ans. J'ai subi du racisme assez tôt, après des fois c'est peut-être un racisme qui n'est pas spécialement direct, mais c'est un racisme qui est là et qui existe. Ça passe par des questions assez futiles comme est-ce qu'il y a des pirogues chez toi? Quand j'étais petite, je me rappelle quand j'étais en maternelle, c'est une des premières questions que mes collègues, que mes amis de l'époque en primaire me demandaient, est-ce qu'au Congo il y a des pirogues? Et moi je n'avais jamais vu des pirogues au Congo, je venais de la ville de Kinshasa, donc je ne comprenais pas vraiment. Et donc du coup, il y avait ce truc-là aussi que je me disais, il y a quand même beaucoup de choses à déconstruire. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, il y a beaucoup de choses qu'il est nécessaire d'apprendre. Et en fait, c'est parce que justement, ces choses-là, on ne les apprend pas vraiment à l'école. Il est peut-être temps de les apprendre aujourd'hui.
Et peut-être que ça aussi, ça pourrait permettre d'avoir une meilleure acceptation de l'autre, de comprendre mieux l'autre, de comprendre aussi la présence de l'autre. Quand je parle de l'autre, c'est vraiment de son histoire. Et de son histoire. La présence des autres et de cette histoire-là, ici en Belgique. Et peut-être que le fait de comprendre ça, peut-être que ça pourrait expliquer beaucoup de choses et ça pourrait aussi adoucir les relations entre nous. Donc du coup, au départ, c'est vraiment une idée qui est personnelle. C'est vraiment des questions que je me pose moi individuellement. Mais je pense que à partir du moment où on est une personne racisée ici en Europe, je pense qu'on se pose des questions. Qu'on soit aux Pays-Bas, qu'on soit à Erlen ou à Liège, qu'on soit indonésien ou congolais, je pense que ces questions-là arrivent à un moment parce que je suis noire, ça se voit, je ne peux pas le nier. On est indonésien, ça se voit, on ne peut pas le nier. C'est une couleur qui est là et qui fait qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Et que du coup, il faut expliquer. Il faut l'expliquer. Quoi. Et moi, moi en tant qu'amie de Paola, à un moment, j'ai ressenti une honte de ne pas connaître mon histoire. Parce qu'à l'école, on ne m'a pas appris l'histoire du Congo. Et je m'intéresse à l'histoire et j'ai trouvé ça tellement dommage. En fait, je me suis rendu compte que si j'avais pas eu Paola comme amie, peut-être que je m'y serais jamais intéressée. Et j'ai ressenti vraiment une honte en fait. Et je me suis dit, je veux changer ça. Donc j'ai commencé à lire des livres que je trouve qui auraient dû être obligatoires à l'école, des livres d'histoire vraiment documentés qui parlent de la colonisation. Et ensuite, quand Paola m'a embarquée dans son idée, dans son African Box projet, moi, ce que ça m'a amené, c'est d'avoir ma connaissance de l'histoire, parce que c'est en allant sur place que j'ai pu vraiment m'imprégner d'une partie du Congo, et du coup plutôt me défaire des clichés que j'avais sur le pays aussi. Ça m'a permis de me défaire de ces clichés-là. De ramener une image de ce que je voulais d'un Congo qui soit différent de ce qu'on est habitué, de montrer des images du royaume Congo très ancien, de parler parce qu'on a l'impression, quand on est dans les livres d'histoire ou qu'on entend parler du Congo, que le Congo est né avec la Belgique, un peu en gros, qu'on est allé civiliser les gens, ce genre d'ineptie, mais en fait, le Congo a une histoire très riche, très ancienne, et je crois que dans ce projet-là, on parle de ça. Et que voilà, à toute petite échelle, ce qu'on fait, c'est déjà avec notre projet, c'est en toute humilité de proposer des images qui puissent faire voyager, qui parlent d'histoire et qui peuvent faire du bien, je pense aussi à des personnes qui soient congolaises ou qui viennent d'autres pays qui ont été colonisés aussi. Voilà. Et du coup, c'est ça qui était bien aussi, c'est que du coup, c'est vraiment un projet hybride où on a les images, mais qui amène aussi un texte parce qu'il y a des auteurs, parce qu'on a un peu l'impression que oui, comme tu disais, l'Afrique n'a pas d'histoire. Mais oui, l'Afrique, comme l'Indonésie, ils ont une histoire qui a été écrite il y a bien longtemps et en fait, cette histoire-là a toujours été cachée et pourtant, quand on revient aux sources, cette histoire, pourtant, elle est là, elle a toujours existé en fait. Et donc, c'est ça aussi un peu l'intérêt, c'est de montrer aussi des auteurs parce que du coup, moi, quand j'ai écrit le texte, c'est pas mes idées, c'est des idées d'auteurs qui existent depuis, qui sont là depuis des siècles et des siècles en fait. Et donc, c'était ça aussi, l'idée, c'était vraiment de partir d'images, mais aussi de textes, de faire vraiment un lien entre les deux et de proposer des auteurs comme moi. Il y a Frantz Fanon, il y a Aimé Césaire, il y a Adam Hochschild, il y a Cheikh Anta Diop, c'est tous des auteurs qui sont... Mais en fait, qu'on redécouvre aujourd'hui, en fait, qui sont là depuis... Cheikh Anta Diop, c'est les années 30-40, par exemple, mais même dans les années au XVIIIe siècle, il y a des auteurs que je n'ai pas lus, j'avoue, encore, mais voilà. Par exemple, il y a Schulcher, il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit déjà au XVIIIe siècle, et voilà, l'idée, c'était vraiment de mettre ces auteurs en lumière, en fait, par le texte et par l'image, et de parler d'eux, et voilà, d'expliquer qu'en fait, il y a autre chose, en fait. Il y a autre chose.